Salut à tous, c'est Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode en solo. Ce sera un épisode qui va être relativement court et qui va porter essentiellement sur les retours qu'il y a eu par rapport à mon billet, enfin suite à mon billet publié sur le blog du comité para, donc le billet qui s'appelait Un mouvement sceptique au bord de la scission. Voilà, si vous n'avez pas lu ce billet, je vous propose de le lire avant d'écouter l'épisode. C'est pas très très long, hein, si vous ne l'avez pas lu, ça se lit en 5 minutes. Euh, voilà, donc au niveau des retours, il y a eu quand même pas mal de retours positifs, finalement. Beaucoup de messages privés, beaucoup de commentaires sur les réseaux, beaucoup de questions aussi, auxquelles j'ai essayé de répondre. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, j'ai à peu près 150 messages, questions, commentaires. Ce que j'en retire, en tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées de près ou de loin par les sciences humaines et sociales et qui pensent que c'était important de relayer des biais qui leur donnent une plus grande place ou qui font parfois une critique par rapport au manque de place qu'on leur donne. Beaucoup de femmes également qui trouvent important que le mouvement fasse une plus grande place aux questions liées aux discriminations, au féminisme, au racisme aussi, et qui ne se sentent pas toujours très bien sur certains de nos réseaux à cause de ces questions, à cause de certaines remarques sexistes ou déplacées notamment. Ça c'est quelque chose qui revient souvent hein, quand je parle avec les gens. Et donc voilà, il y a quand même pas mal de femmes finalement qui suivent nos contenus, même si beaucoup ne s'expriment pas sur les gros groupes. Et c'est quand on fait ce genre de choses qu'on va sur des médias un petit peu plus enfin avec des tailles un peu plus réduites et où certaines personnes se sentent plus à l'aise, qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de participer mais qui ne le font pas toujours parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise. Et donc voilà, je pense qu'il y a moyen de continuer en tout cas de rendre le mouvement plus inclusif par rapport à tous les types de personnes qui pourraient ne pas se sentir à l'aise chez nous et que c'est quelque chose d'important. À Scepticisme de Pub Bruxelles, on a aussi essayé depuis plusieurs années de mettre l'accent là-dessus. Et voilà, je pense qu'on a pu voir quand même un résultat, même si c'est pas toujours facile et il n'y a pas de recette miracle pour que magiquement toutes les personnes se sentent à l'aise pour s'exprimer dans les endroits où on les invite. C'est évidemment quelque chose qui se travaille sur la durée. Il y a d'autres personnes aussi qui appréciaient la démarche qui est plutôt difficile d'essayer de relayer des idées portées par des personnes comme les gens qui tiennent ce blog Z Ethique ou d'autres personnes qui ont une démarche similaire, tout en essayant d'exprimer aussi les désaccords qu'on peut avoir avec ces mêmes personnes. Et c'est vrai qu'à ce propos, je dois dire que c'est une tâche qui est presque impossible parfois de faire cet exercice d'équilibriste, de relayer des contenus, des idées, des critiques, mais aussi des valorisations par rapport aux productions de certaines personnes. Parce que, bon, si on fait que relayer des critiques, c'est finalement assez simple, assez facile. Si on fait que relayer les choses positives et valoriser, c'est aussi assez facile. Et en fait, ce qui n'est pas facile, c'est de faire les deux. Voilà, et moi, ça fait plusieurs années que j'essaye d'être dans cette démarche-là. Et c'est assez difficile en fait parce qu'on voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont tendance à essayer de nous pousser à choisir un camp en fait, à être pro ou être anti, qui ont du mal à concevoir qu'on peut ne pas avoir envie de choisir un camp, qu'on peut essayer de rester entre les deux parce qu'on a envie de donner une place aux critiques mais aussi de donner une place aux choses positives. Et c'est pas facile et quand on le fait, enfin en tout cas quand je le fais, j'ai eu parfois la sensation de pas réussir à le faire de la meilleure manière possible, quoi. Quand on poste les critiques, on a l'impression d'être un peu dans du bashing, même si on essaye de prendre des précautions. Et puis quand on poste des choses positives, on a l'impression de défendre les gens et de les mettre en avant, en passant un peu à côté des critiques qui peuvent être faites. Et puis voilà, il y a des personnes derrière ça aussi qui vivent ces critiques d'une certaine manière, pas toujours très positive.
Et, euh, et voilà, ça se comprend aussi, c'est tout à fait normal. Et donc voilà, ça a été le cas pour certains gros producteurs de contenu sceptiques, avec lesquels j'ai un historique où j'ai parfois relayé des critiques, et parfois relayé beaucoup de choses positives aussi, et où bah, je sais que ça n'a pas toujours été bien vécu, et je me dis que j'ai sans doute une part à jouer là-dedans aussi, que j'ai peut-être pas trouvé la meilleure manière de tenir cette position un peu entre les deux encore. Et j'ai pas non plus une idée de solution extraordinaire. J'essaie de voir un peu comment ça peut s'améliorer dans le futur. En tout cas, si vous avez des idées par rapport à ça, n'hésitez pas. En tout cas, c'est vraiment un travail en cours, une position qui est pas facile et dont je suis pas très satisfait moi-même. Même si je pense que c'est important de faire cette critique aussi et que ça fait partie des fondements du mouvement sceptique de pouvoir être critique par rapport à ce que le mouvement produit, de pouvoir accepter les critiques qu'on nous fait, même si c'est pas facile, même si on les accepte pas forcément directement. Voilà, il y a quand même un processus à avoir de ce côté-là qui me semble important et qui est pas facile parce que bah, il y a des gens derrière et des gens que souvent on connaît avec lesquels on collabore et on n'a pas envie de les blesser, on n'a pas envie d'être désagréable. Euh, voilà, ce qui est tout à fait normal et humain, quoi. Voilà, donc je pense que c'est important de continuer d'essayer de faire ça, quoi, de donner une place quand même aux critiques, même si ces critiques sont pas toujours les meilleures. Si les critiques elles-mêmes sont critiquables, bah, c'est pas grave, on peut en parler quand même. Mais si les critiques ne sont pas bonnes, bah, ça devrait pas être difficile de montrer que les critiques en question ne sont pas bonnes. Voilà, et on peut faire ça sans forcément choisir un camp et puis défendre ce camp contre un autre camp, ce qui est, à mon avis, pas une très très bonne position, même si on peut tomber parfois dedans. De nouveau, c'est humain et on n'est pas parfait, quoi. Voilà, j'ai aussi eu des discussions avec certains créateurs de contenu sceptiques qui sont venus me parler un peu de ces critiques qu'il y avait eu sur les réseaux, par rapport à leur manière de vulgariser, par rapport à ce qu'ils disaient, ce qu'ils ne disaient pas, etc. Et notamment des personnes qui m'ont dit qu'elles en avaient beaucoup souffert et que ça avait été euh, vraiment un choc de se prendre critique sur critique sur critique et d'avoir l'impression d'être noyé là-dedans, de ne pas réussir à comprendre ce qu'on leur voulait exactement, d'être pris dans des feux croisés de plein de commentaires qui partaient dans tous les sens sans vraiment arriver à faire le tri. Voilà, donc ça je suis sensible aussi à ce vécu. Euh, c'est aussi un truc qui me touche, surtout que enfin, le gros des critiques, elles visent évidemment les personnes qui sont les plus visibles et qui sont en général des créateurs de contenu professionnels qui essayent de vivre de leur création de contenu et qui donc bah, sont amenés à produire à un rythme beaucoup plus important que ce que de petits producteurs de contenu font. Évidemment, si on produit beaucoup, bah, ça veut dire qu'on va aussi faire plus d'erreurs. En fait, on fait tous des erreurs, c'est un peu inévitable. Et donc, si on produit beaucoup de contenu, bah, on a aussi plus de chances de se faire critiquer. D'autant plus si on est suivi par beaucoup de personnes. Je pense que bah, voilà, si vous êtes suivi par énormément de personnes, bah, si jamais il y a quelque chose que vous faites qui est un peu polémique ou que vous faites une erreur, bah, c'est pas 5 personnes qui vous tombent dessus, c'est 150, quoi. Et donc ça a un impact, même si on souhaite être dans une certaine remise en question, je peux imaginer facilement que c'est pas toujours facile à gérer et qu'on peut avoir des mécanismes un peu de défense, quoi, où on se ferme à la critique parce que ben, on doit un peu se protéger aussi et que s'en prendre une masse d'un coup sur la figure, c'est pas forcément simple. Voilà, donc n'oublions pas qu'il y a des gens derrière ça aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas faire ces critiques, hein. Voilà, donc de nouveau, je pense qu'il y a un équilibre à essayer de garder qui est pas forcément simple, qui est pas forcément clair à définir. Il n'y a pas le bon équilibre. Donc je vais pas faire la morale à ceux qui ont un autre équilibre que moi. Déjà moi-même, je suis parfois un peu variable là-dessus. Ça me paraît pas toujours clair de savoir comment il faut réagir. Voilà. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées par avoir des explications en privé sur certaines choses, mais qu'elles avaient abandonné
le débat public sur ces questions parce que justement c'était trop virulent, ça partait trop dans tous les sens et on les mettait face à une exigence de connaissances techniques qui ne qu'elles avaient l'impression de ne pas pouvoir atteindre en fait, hein, en leur reprochant de ne pas connaître plein de détails techniques des sciences humaines alors que c'est pas du tout leur rayon. Et voilà, donc ça peut amener aussi un sentiment un peu de critique injuste, à tort ou à raison, hein. De nouveau, je ne dis pas que c'est une raison pour ne pas tenir compte de ces critiques, pour les balayer, pour ne pas y réagir, mais voilà, je dis juste qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a des personnes derrière. Je pense que c'est important, surtout qu'on sait bien que euh, la communication sur Internet, quand elle passe pas par la vidéoconférence, c'est une communication qui est particulière et qui a plein de caractéristiques. Et une des caractéristiques qu'on retrouve pas mal dans les études, c'est que ça a tendance quand même à diminuer l'empathie qu'on peut avoir pour certaines personnes. Hein, évidemment, on les a pas en face de nous, on voit pas leur réaction émotionnelle, on voit pas euh, leur visage, on voit pas leur posture, on n'entend pas le son de leur voix, et tout ça, c'est des choses qui nous amènent à avoir une empathie qui fonctionne de manière automatique. Hein. C'est pas un truc auquel on doit réfléchir, mais si vous avez quelqu'un en face de vous, même qui tient des postures qui vous dérangent beaucoup, euh, ben voilà, vous modérez quand même votre manière d'interagir avec la personne intuitivement parce que vous voulez pas non plus la démolir, quoi. Vous voulez pas non plus euh, l'enfoncer si vous voyez qu'elle prend mal les choses ou qu'elle panique ou qu'elle s'énerve. Voilà. Et ça, tout ça, on voit pas sur Internet. On voit des lignes de texte, quoi. Lignes de texte. Avoir de l'empathie pour des lignes de texte, c'est difficile, hein, même si on a de l'empathie à la base. Hein. Moi, de nouveau, c'est un phénomène qui est difficile à éviter et qui est normal avec ces médias. Moi aussi, je sens bien qu'il y a des moments où parfois les gens m'énervent et j'ai juste envie un peu de les clasher brutalement, quoi, et en ayant un peu rien à foutre de personne qui est derrière. Et puis je me rappelle bah, qu'il y a quelqu'un derrière et que bah, l'empathie fonctionne pas très bien, mais que faut faire attention à ça, quoi. Donc j'essaie de me modérer là-dessus. Mais c'est une pensée intellectuelle, quoi. C'est pas une réaction de mon empathie émotionnelle face à la personne dont je perçois une souffrance, quoi. Voilà, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est important à tenir en compte. Et de nouveau, chacun à sa manière, hein. Je prétends pas euh, vous décrire les bonnes limites ou la bonne manière d'intervenir. Je dis juste que c'est un truc auquel on peut vite passer à côté si on fait pas attention. Alors j'ai eu d'autres remarques aussi qui n'étaient pas constructives pour le coup. Quelques messages privés, producteurs de contenu qui viennent m'envoyer des pavés de textes remplis de moralisation, euh, avec très très peu d'arguments finalement, et qui s'adressent à moi comme si j'étais, je sais pas moi, leur enfant qu'on moralise parce qu'il a piqué un bonbon au magasin du coin. Ah, bon, les gars, si vous vous adressez à quelqu'un et que vous espérez que la personne va tenir compte de ce que vous dites, bah, commencez pas par lui balancer un pavé de moralisation en chaîne comme si vous parliez à un petit garçon qui comprend rien à la vie, hein. Si vous pensez que ça peut être efficace pour être écouté ou pour faire réfléchir, bah voilà, non. Moraliser par des gros pavés comme ça, non, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas très utile. Voilà, autre type de réaction plutôt désagréable, modérateur d'un groupe Facebook consacré au rationalisme et au sujet de société, avec qui j'ai pas de contact en privé depuis des années, je pense 2007, que je connais même pas très bien, et qui vient me menacer de me suivre partout pour me pourrir publiquement si je refuse de virer une liste de personnes du groupe zététique et de mes contacts, si j'ai bien compris, parce que son discours n'était pas toujours très, très très clair. Et dans ces producteurs de contenu, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, des gens qui relayent du contenu sur le féminisme, sur les discriminations, sur les luttes sociales, qui se plaignent de certains sceptiques
qui tiennent des propos discriminants, ou qui tiennent pas compte des sciences humaines et sociales, qui font de la mauvaise vulgarisation. Voilà, en gros, tous ces sceptiques qui sont un peu sceptiques ou critiques d'autres sceptiques, si on peut dire. Et voilà, donc le projet de la personne, c'était visiblement d'essayer de m'intimider et de me menacer pour si je ne refusais d'exclure tous ces gens de groupe duquel il n'y a pas vraiment de raison légitime de les exclure. Voilà, donc finalement c'est exclure mes opposants politiques en gros quoi. Voilà, le tout avec des menaces. Alors là, bon, voilà, si l'idée c'est de lutter contre des producteurs de contenu aussi euh, que vous trouvez trop agressifs et que votre manière de faire ça c'est d'aller menacer quelqu'un en privé de manière très agressive, voilà, ça fonctionne pas très très bien, voilà, ça vous fait juste passer pour un connard en gros. Bref, si vous voulez convaincre les gens, ne moralisez pas à outrance, ne menacez pas, bah ça fonctionne pas très bien. Voilà. Alors j'ai remarqué aussi plusieurs idées qui revenaient dans les discours, dans les critiques de certains, qui m'a semblé intéressant de relever. Une première idée, c'est que l'agressivité ou la virulence des critiques, c'est un problème. Bon, alors ça, on en a déjà parlé, il y a plein de personnes qui ont parlé de ce sujet-là, je ne vais pas faire un grand monologue là-dessus. C'est un argument qui peut se défendre, bien sûr. Je pense qu'il y a des situations, cela dit, où c'est légitime d'être dur avec les gens. Par exemple, quand on voit un producteur de contenu qui multiplie les remarques sexistes, les remarques méprisantes envers des groupes de personnes, à qui on envoie des critiques de manière cordiale et qui s'en moquent publiquement en se vantant d'en avoir rien à cirer des critiques, bah ça c'est le genre d'exemple où personnellement je trouve que c'est légitime d'être très dur et virulent avec les personnes après. Pourquoi? Ben simplement parce qu'on n'est plus dans l'idée de dialoguer avec ces personnes, on n'est plus dans l'idée de les convaincre de quoi que ce soit, de leur expliquer quelque chose. En fait, ces personnes ont entendu les arguments et elles ont fait un choix informé d'en avoir rien à cirer et de le dire. Et donc là, en fait, la position que certaines personnes assument et qui est la mienne dans certains cas, c'est des cas assez rares, ça arrive pas très souvent, mais voilà, c'est qu'on essaye juste d'alerter sur le potentiel de nuisance d'une personne et de limiter ce potentiel. Voilà, alors après, voilà, c'est une posture, hein, certains seront d'accord ou pas, mais voilà, pour moi, c'est légitime dans des cas comme celui-là de devenir plutôt virulent et de plus être dans le dialogue pédagogique, cordial, etc. Voilà, après je le redis, pour ma part, ce sont des cas qui sont assez rares, hein, j'ai rarement ce genre de posture. Euh, voilà, mais ça peut arriver, donc voilà, je pense qu'il faut aussi, par contre, essayer de tenir compte si vous êtes face à quelqu'un qui a l'air d'être prêt à écouter des arguments, d'essayer d'y répondre, qu'il vaut mieux essayer à ce moment-là de le faire cordialement et avec pédagogie, quitte à le faire en privé. Si les gens essayent de montrer qu'ils sont prêts à écouter et à considérer les arguments, bah là je trouve qu'il n'y a pas trop de raison de les traiter d'une manière un peu virulente ou très dure. Voilà, après ça peut aussi arriver qu'on constate que certaines personnes prétendent être prêtes à écouter les arguments, mais en fait euh, que ces personnes ont des postures très gênantes, qu'on estime qu'il faut dénoncer, euh, et qu'on a beau chaque fois redire la même chose, en fait on voit que les gens ne tiennent pas du tout compte, même s'ils disent qu'ils sont ouverts, en fait il y a rien qui change quoi. Donc là aussi je pense que ça peut justifier dans certains cas une certaine virulence. Voilà, après à chacun de réfléchir à ses limites. Voilà, de nouveau on ne peut pas définir facilement une limite. Moi j'essaye d'être plutôt dans une position de dialogue, mais je, je n'hésite pas non plus quand je vois que les personnes sont vraiment de mauvaise foi ou relayent en chaîne des propos qui me paraissent à moi nuisibles parce que ça fait du tort à des personnes, parce que ça les rabaisse, ça les méprise, ça les présente d'une manière qui est caricaturale violente du coup. Euh, voilà, j'hésite pas à être plus dur ou plus virulent et je trouve que c'est justifié. Voilà. Euh,
Il faut se rappeler aussi, je pense il y a des personnes qui parfois peuvent être un peu agressives parce qu'elles ont été victimes de certaines choses, victimes d'une certaine violence, victimes de sexisme, et parfois on n'a pas connaissance de ces violences. Donc là aussi, posons-nous un peu la question de ça vient. De nouveau, c'est pas une manière d'excuser ou de dire que la violence est légitime si on a vécu de la violence. Bien sûr que non, mais ça peut parfois être une manière d'entrer en relation avec les gens, de comprendre aussi d'où ils viennent, quoi, et du coup, de leur montrer qu'on comprend euh, qu'elles peuvent être en colère. Bah, ça leur permet aussi de changer de posture parce qu'elles ont une certaine reconnaissance à ce moment-là et on peut rentrer en collaboration de manière plus cordiale. Voilà, un autre argument qui revient souvent, c'est que ces militants des causes sociales euh, leurs idées envahissent le mouvement sceptique, on ne peut plus rien dire sur aucun sujet sans qu'ils nous tombent dessus pour critiquer la manière dont on parle, ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, tout devient politisé, c'est insupportable, etc. Alors c'est un argument celui-là que je peux entendre. Euh, c'est vrai que il y a une époque, quand moi j'étais sceptique débutant, on parlait surtout du paranormal, on parlait pas de féminisme, on parlait pas des discriminations, on parlait pas autant des sciences humaines et sociales, on parlait pas de nos opinions politiques, et donc du coup c'était aussi plus simple. Aussi parce que quand des gens faisaient des blagues sexistes, des commentaires discriminants, qui étaient orientés, ben, en fait, soit les gens ne s'en rendaient pas compte, soit ils s'en rendaient un peu compte, mais personne ne réagissait parce que ça faisait partie du contexte, c'était banal, c'était normal, euh, et donc personne n'y faisait attention. Voilà. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus attention à tout ça et on peut plus tranquillement, sans se faire emmerder, balancer des remarques sexistes à tout va. Bah, c'est vrai que ça passe plus quoi. Voilà. Alors est-ce que ça crée une plus mauvaise ambiance? Bah, dans certains cas oui, effectivement. Et moi aussi c'est parfois une ambiance qui me pèse plus qu'avant. Donc ça, c'est un point négatif. Maintenant, est-ce que pour autant c'est une mauvaise chose? Bah, j'irai pas jusque-là. Je pense aussi que tous les changements sociaux, toutes les évolutions qu'il y a dans la société, ça se fait toujours aussi à travers des conflits, parce qu'il y a toujours une partie des gens qui est contre toute forme de changement, qui va trouver des raisons pour dire que c'est exagéré, que ça sert à rien, que c'est pas nécessaire, que c'est les gens qui se victimisent. Voilà, et vous pouvez retrouver ça historiquement un peu dans tous les changements sociaux importants. Donc on ne peut pas s'arrêter à ça non plus. Voilà, c'est vrai que parfois ça rend les dialogues plus pénibles, mais c'est pas pour autant illégitime. Voilà, il y a une époque où moi, j'avais pas la moindre idée de ce que c'était le féminisme. Enfin, je connaissais le mot féminisme dans le dictionnaire, je savais ce que ça voulait dire féminisme, mais j'y connaissais rien de plus que la définition du dictionnaire. Et donc fatalement, quand quelqu'un faisait une remarque sexiste, bah ça me parlait pas, enfin je faisais pas attention quoi. Et bah, comme personne ne faisait attention autour de moi, bah voilà, du coup ça ne créait pas non plus de conflit. Mais est-ce que c'était bien pour autant? Je ne sais pas. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup la vieille chanson de Vincent Lagaffe, La Zoubida, ça me faisait beaucoup rire. C'était une époque où moi j'avais jamais vu un maghrébin de ma vie dans l'endroit où j'habitais. J'étais dans un collège catholique, il n'y avait aucun étranger. Je crois qu'il y avait un chinois sur 400 personnes. C'était le chinois, quoi. Le chinois qui faisait des arts martiaux en plus. Et voilà, c'est tout ce qu'on connaissait des étrangers. Donc, une chanson avec des trucs racistes comme la Zoubida, bah, en fait, ça nous faisait rire et on ne voyait pas le problème. Et donc évidemment, personne ne se disputait non plus et personne ne venait nous critiquer si on trouvait ça très drôle. Voilà, aujourd'hui, bon, si je m'amène quelque part en live ou à une soirée et je commence à passer la Zoubida en disant ah c'est super cette chanson, c'est super drôle, bah ça va pas très bien passer quoi. Effectivement, ça foutra une mauvaise ambiance. Voilà. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense pas. Voilà, donc un autre argument qui m'a soutenu, que certaines personnes m'ont tenu, c'est que cette politisation, les actions des militants de gauche, c'est quelque chose qui va d'une certaine manière détruire le mouvement.
euh, qui va faire que ce mouvement sceptique va redevenir quelque chose de marginal parce que tout le monde va s'enfuir, tout le monde va être dégoûté par ces débats. Il n'y aura plus que des militants de gauche, des militants extrémistes. Euh, voilà, les autres vont soit ne plus être actifs, soit partir ou je sais pas, quelque chose comme ça. Alors cet argument-là, il me parle vraiment pas en fait. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont ce sentiment et qui ont envie de partir. Même moi, ça m'arrive parfois d'être énervé par tous les conflits qu'il y a et de me dire je vais pas partir, mais en tout cas limiter ma présence. Donc je peux comprendre l'argument d'un côté, en tout cas je peux comprendre le vécu qui est derrière. Par contre, la conclusion de l'argument qui est que ça va amener une conséquence majeure au niveau du mouvement sceptique, ça j'y crois pas une seconde. Je pense que c'est une sorte de catastrophisme. Et je pense que les gens qui disent ça, c'est parce qu'en fait, c'est leur vision du mouvement sceptique qui est en train de se décomposer, et c'est à ça qui s'accroche, c'est ça qui va disparaître, mais c'est pas le mouvement sceptique. En fait, le mouvement sceptique, c'est un peu comme le reste de la société, c'est quelque chose qui est changeant. Le mouvement sceptique d'hier, c'est pas celui d'aujourd'hui ni celui de demain. Et toutes les tendances dans la société, toutes les actions politiques, toutes les idées de tous les groupes de personnes qui existent influencent cette société et la changent un petit peu. Donc demain, cette société sera un peu différente grâce à toutes les actions de toute personne qui a fait une action quelque part. Voilà, et si demain tous les sceptiques très réacs et conservateurs qui pleurnichent contre les méchants militants de gauche devaient tous partir du mouvement, eh bien le mouvement sceptique demain il n'aura pas beaucoup changé, il va continuer sa route comme avant. Et c'est pareil dans l'autre sens, si demain les militants des causes sociales qui sont très actifs et qui se plaignent beaucoup des erreurs des sceptiques devaient partir ailleurs, le mouvement sceptique continuera aussi. Voilà, les producteurs de contenu produisent leur contenu tous les jours tranquillement. Les gens partagent ce contenu comme d'habitude, qu'il y ait des conflits, pas des conflits, et la plupart des contenus en fait ne font pas polémique. C'est une petite partie des choses qui sont liées à des polémiques, des gros débats, etc. La plupart des contenus en fait, voilà, ça se passe comme d'habitude et tout va bien, quoi. Donc ne pensons pas que nous sommes indispensables au mouvement sceptique. Le mouvement, il est constitué de plein de personnes différentes, avec des idées très différentes. Il n'y a pas du tout d'unité dedans. Donc il ne peut pas y avoir de scission du mouvement sceptique, hein. J'avais utilisé le terme scission dans mon billet, mais c'était plutôt une manière d'attirer les gens de manière un peu provocatrice, provocative. Mais en fait, si vous avez remarqué, je ne l'utilise plus le mot scission dans le billet, il est juste dans le titre. En fait, il n'y aura pas de scission dans le mouvement sceptique. La plupart des gens continuent leur truc tranquillement. Beaucoup de sceptiques ne sont même pas au courant de ces débats, hein. Par exemple, au comité para, quand je parle de ce genre de choses, la plupart des gens en fait sont pas du tout au courant et ils sont intéressés, mais ils découvrent un peu toutes ces polémiques. Et pourtant, on parle là de personnes qui sont actives dans le mouvement, qui écrivent des billets, qui organisent des conférences, etc. Donc voilà, le mouvement sceptique, je pense qu'il va continuer en étant très légèrement influencé jour après jour par tout ce qu'on y met, par tout ce qu'on y fait et par nos idées à chacun. Voilà, et c'est le seul impact qu'on a sur l'ensemble du mouvement qui est une espèce de grosse masse comme ça, polyforme, qui avance et on est tous une goutte d'eau dans ce mouvement. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, le mouvement sera encore là demain. Il ne va pas disparaître ou devenir une abomination parce qu'il y a des militants euh, gauchistes dedans. Et pareil pour les quelques militants de droite, hein, d'ailleurs. Voilà, le mouvement continue. Il est juste légèrement influencé au fil du temps par ce qu'on y fait. Voilà. Alors, peut-être une dernière chose. Donc en guise de conclusion, voilà, essayez de réfléchir peut-être un petit peu à tout ça, garder à l'esprit qu'il y a des personnes donc derrière ces discussions, qu'on peut peut-être parfois trouver des meilleures manières de communiquer aussi, sans pour autant tomber dans l'autre extrême et de dire il faut tout le temps être cordial, on peut jamais être virulent, sinon on est des méchants. Voilà, il y a un équilibre à trouver et je pense qu'il faut réfléchir un peu aux bonnes raisons qu'il y a d'avoir les différentes postures, bonnes raisons qu'il y a d'être pédagogique, d'être cordial dans certains cas,
comme aux bonnes raisons qu'il y a, de parfois être plus virulent, de parfois être plus dur et de laisser tomber la pédagogie à certains moments. Il y a des raisons justifiées d'avoir ces différentes postures. C'est pas si simple, ce sont des questions assez techniques et voilà, si on se contente de nos intuitions de bon sens et de nos idées qu'on n'a pas trop creusées, ben voilà, je pense qu'on va être enfermé dans des camps d'une manière un peu cliché en disant il faut tout le temps être cordial avec tout le monde ou l'agressivité c'est justifié presque avec tout le monde parce que les gens n'écoutent pas. Voilà, donc essayons d'être dans la nuance par rapport à ça. Et voilà, encore un dernier appel aussi. Si vous parlez à des gens, donc ne les moralisez pas trop, ne les menacez pas, ça ne marche pas très bien. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.